Alors, merci. Bon, on vous accueille donc il est 14 heures pile. On est à l'heure. J'espère que vous avez bien mangé et mangé équilibré. Et il n'y a pas meilleur moment que le post-prandial pour parler de la mâche. Euh, on va vous faire ça à deux voix avec Thomas en évoquant bien sûr les résultats du mois de juin sans sucre ajouté 2025 et en parlant des dernières données qu'on a pu récupérer par-ci par-là. Je te passe la parole, Thomas, pour lancer le débat avec l'épidémie actuelle. D'accord, est-ce qu'on peut mettre le diaporama, Céline? Voilà, merci. Bien, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Thomas Laurenceau, je suis bénévole à SOS Hépatite et membre du petit groupe Juin sans sucre ajouté, donc qui travaille spécifiquement sur la mâche. Ce matin, Pascal parlait d'insécurité pathologique, et là, je pense que pour le coup, avec la mâche, on est vraiment là-dedans. Je dirais même, c'est une insécurité majeure, hein, avec probablement en plus un changement de paradigme par rapport aux hépatites virales. C'est que c'est une bombe, mais c'est une bombe à fragmentation, hein. On a le diabète, l'obésité, les maladies cardiovasculaires, les cancers, le syndrome des ovaires polykystiques, et j'en passe, mais aussi des dégâts sociaux et socio-économiques. Donc c'est tout ça qu'on va essayer d'aborder. Dans cette première partie, tu peux passer slide suivante. On va juste, avant d'aller plus dans le détail, plus loin dans l'après-midi, on voudrait juste déjà poser les enjeux. Parce que je crois que c'est vraiment essentiel que nous, la communauté qui réfléchit autour des maladies du foie, si nous-mêmes, on n'est pas conscient de l'importance de ces enjeux, on n'arrivera pas à convaincre les décideurs de cette importance-là. Donc voilà, c'est un petit temps d'échange qu'on a voulu pas trop long, mais pour vraiment se remettre en tête l'ampleur de cette menace, hein. Et donc cette menace, ça fait écho un peu à ce que disait Yazdan Pana ce matin. Là aussi, on est dans un phénomène mondial. Il faut bien le comprendre, hein. La MASH, ce n'est pas une maladie de pays riches, c'est une maladie mondiale. Pascal reviendra dessus un peu tout à l'heure, mais avec des différences selon les endroits. La MASH en Amérique du Nord n'est pas la même que celle en Amérique du Sud ou en Europe ou en Afrique du Nord. Mais en tout cas, c'est une maladie mondiale. C'est le premier enjeu, hein, c'est qu'on ne peut pas réfléchir tout seul, il faut réfléchir globalement dans un monde global. Slide suivante, s'il vous plaît, voilà. Et c'est aussi ce que voilà, j'appelle maintenant une maladie de l'exposome. C'est pour sortir de l'idée, la mâche, c'est la maladie de la malbouffe. Non, la mâche n'est pas que la maladie de la malbouffe. La malbouffe est un élément essentiel de la mâche, mais ça serait trop simple si c'était que ça. Et là, on vous a mis, pour illustrer, un petit visuel des agresseurs du foie, hein. L'idée, c'est vraiment de comprendre que on est dans une logique d'exposome, c'est-à-dire toutes ces expositions environnementales auxquelles nous sommes soumis tout au long de notre vie, qui sont, euh, ça peut être comportemental, comme l'alimentation, la consommation d'alcool ou de drogue, de tabac, ça peut être aussi social, socio-économique, c'est la pollution, enfin voilà, il y a tout ça qui entre en ligne de compte et on ne peut pas raisonner autour de la mâche si on se contente de raisonner autour de l'alimentation, même si l'alimentation est bien sûr un point majeur. Mais c'est important d'avoir ça en tête. D'ailleurs, slide suivante, là, je vais te laisser la parole, Pascal, pour commenter ça. Merci. Alors, juste pour faire un tout petit aparté, hier, dans la Lancet, plusieurs dizaines de scientifiques de haute volée ont fait une communication de synthèse en reprenant toutes les études scientifiques sérieuses qui pouvaient faire un lien entre les pathologies et la maladie. Ils ont retenu plus de 100 communications et ont refait le point sur toutes les pathologies. Et dedans, il y avait effectivement les maladies du foie, mais il y avait aussi tout le cardiovasculaire, l'obésité, etc. Donc, je veux dire, on ne peut pas être plus dans. Et c'était vraiment une dynamique collective de scientifiques.
Et je trouve que voilà, quand le monde scientifique est capable de s'allier pour faire des et pour tirer des sonnettes d'alarme, c'est quand même un bon point. Tu parlais de maladie de l'exposome et de cette insécurité. Quand on parle de polluants, alors effectivement, on est plutôt spontanément tourné vers la malbouffe. Je voulais juste reprendre ça. C'est 2025, hein, donc c'est le ASL qui s'est tenu en- au printemps. Et ils ont regardé sur une population, c'était aux Pays-Bas, les gens, comment ils étaient exposés aux particules fines ou aux polluants de ce genre. Et ils sortent comme conclusion que la stéatose, donc la surcharge, est associée à tous les polluants, mais que par contre, les particules fines dont on a la dans les pathologies pulmonaires est directement associée à la fibrose. Donc les particules fines vont vous faire fibroser sans forcément passer par la case stéatose. Et on a envie de dire, moi, ma conclusion de béotien, de militant, c'est de dire ben, probablement qu'on n'a pas la même maladie dans le tout. Il va y avoir des pots d'échappement, des fumées, etc. On va faire de la fibrose et vous voyez bien que la question de la pollution, elle est complètement liée à la question et de la stéatose et de la fibrose. Donc, c'est pas, on ne peut pas faire un focus et nous dire qu'on est simplement en train de se battre contre la malbouffe. Thomas a raison, c'est un raccourci qu'on ne veut pas faire et qu'il ne faut pas faire. Diapo suivante. Et alors ça, je vais prendre un tout petit peu de temps pour vous expliquer ça. C'est ma diapo fétiche qui date maintenant, hein, puisque c'est 2019. Donc vous voyez que ça fait 6 ans que ça a été publié. C'est l'alcool et le surpoids, le risque qu'on a. J'explique cette diapo. C'est une méta-analyse. Donc on a regroupé des analyses de différents pays, 2 aux États-Unis, 3 en Bretagne et 2 en Finlande. Donc ça porte sur 1 million de personnes. Donc 1 million de personnes, c'est pas malade, hein. C'est 1 million de personnes tout le temps. Et les critères de référence, c'était un suivi, c'est la morbidité, la mortalité liée à la cirrhose plus le cancer du foie. Donc, c'était d'évaluer les risques en fonction de la population de départ. Donc, on a regardé le taux de complications hépatiques qui augmentait dans les années qui ont suivi. Et ils ont défini la consommation d'alcool excessive à partir de 14 unités par semaine. Donc, ça fait 2 verres par jour. On prend le risque de décéder d'une maladie hépatique pour monsieur tout le monde qui a un poids normal et qui ne consomme pas d'alcool. On va dire que c'est un risque 1. Voilà, c'est le risque de base. Mais regardez ce qui se passe. Le petit camembert jaune, dès qu'on est en surpoids, et je ne parle pas de et, on est simplement en surpoids, le risque, il est de 1,26. Alors, si je mets un ouais, c'est pas pourcent. Si je vous dis c'est 26% de plus d'avoir une maladie grave du foie, là, ça vous résonne autrement. Et je vous rappelle qu'on se jette tout sur les livrets A pour un rendement à 3%, hein. Donc à 20%, tout le monde irait. On est bien d'accord. Si vous êtes obèse, donc là, on est sur des BMI plus élevés, le risque, c'est 2,04. Là, on est sur un rendement à 100%. On va faire 2 fois mieux. Donc, il y a 2 fois plus de risque d'avoir une maladie hépatique grave. On ne parle pas du tout du cardiovasculaire, on est resté sur les maladies hépatiques, hein. Maintenant, on reprend les gens à poids normal et on regarde la consommation de l'alcool. Le risque en consommant 2 verres par jour, hein, on ne parle pas de gens alcoolodépendants, 2 verres par jour, le risque il est à 2,86, 180%. Donc ça veut dire qu'on pourrait dire que c'est aussi grave pour la santé de boire 2 verres par jour, pour la santé du foie, que d'être obèse. C'est même plus grave. Vous voyez, c'est déjà des choses qu'on n'a pas forcément dans notre représentation française. 2 verres par jour, bah, c'est normal, quoi, hein, c'est 2 verres par jour et pas tous les jours. Et si vous avez le surpoids et une consommation d'alcool à risque, donc le surpoids, on n'est pas encore dans l'obésité, on est à 3,6 fois plus de risque. Et la cerise sur le gâteau, si vous êtes obèse et consommez 2 verres d'alcool par jour, on est à 5,80. Donc ça fait quand même 484%. Là, c'est beaucoup mieux que le diabète, on est bien d'accord. Donc ce risque-là, il est énorme. Et on ne peut pas nous dire qu'on est sur une pathologie et un pays qui a des pratiques, on est sur une méta-analyse. Et moi, depuis 2019, je me dis, mais quand on voit ça, qu'est-ce que les gens n'ont pas compris du risque? Et là-dessus, on pourrait rajouter l'hypertension, le diabète, qui ne fait qu'augmenter encore les choses. Voilà. Donc ça, alcool, surpoids, c'est vraiment quelque chose d'important. Alors la méthode, c'est quoi? Ben, la méthode, c'est parce que la MASH, donc cette stéatohépatite, qui est cette surcharge en graisse au niveau du foie, on a été bien embêté pour la définir. Un consortium international a défini la MASH, on est d'accord.
Sauf que ben, c'est bien difficile de trouver une mâche pure en France, parce qu'on a beaucoup de mâches arrosées, des gens qui sont consommateurs de ces petites quantités d'alcool. Et quand on a une mâche, dès qu'on est au premier verre, on modifie l'évolution de la mâche. Et donc, du coup, un certain nombre de pays ont dit ben, il faut créer un groupe parce que ça évolue pas comme une mâche. On a inventé les métals. C'est ces mâches qui ont une consommation d'alcool. Ces mâches arrosées, pour dire ça comme ça. Elles sont très différentes d'un pays à l'autre. Bien sûr que nous, Français, on a des mâches arrosées, on a des métals. Les Américains ont des mâches essentiellement liées à l'obésité. L'alcool n'a pas la même place. La mâche, Thomas en parlait tout à l'heure, dans le Maghreb, essentiellement musulman, l'alcool a beaucoup moins de place. En Asie, il n'y a pas du tout la même place que l'alcool. Donc la tolérance sociale de l'alcool est différente et la place de la métal devait être différente. En France, on est à 2 verres par jour tous les jours, c'est les recos. Et vous voyez bien que c'est largement pas tenu. Et on a 10 millions de buveurs excessifs qui mettent en péril leur santé. Pour l'hypertension, pour le fait de ne pas dormir, pour du cholestérol, des graisses, etc. Ma conclusion est ce que nous, on appelle en France communément le bon vivant. Cet homme de 50 ans qui est en surpoids, qui consomme un peu d'alcool, qui peut-être fume un petit peu, ben, si les bons vivants étaient simplement des bons mourants. C'est des gens qui sont à haut risque de faire des maladies hépatiques et il faut qu'on change absolument notre regard et il faut qu'on apprenne à comprendre ce qui est la part du métabolique et la part de l'alcool pour ces patients. Diapo suivante. Et je redonne la parole à Thomas. Voilà, donc je reprends les trois enjeux. Donc, premier enjeu, c'est mondial. Le deuxième enjeu, c'est pas que la malbouffe, et on voit donc toutes les combinaisons qu'il y a, parce qu'on peut faire aussi alcool plus obésité plus pollution, par exemple, etc., etc. Donc, vraiment comprendre cette complexité de la maladie dans ses sources et ensuite dans ses conséquences. Voilà. Et élément supplémentaire aussi, qui est très compliqué, c'est que c'est une maladie dont l'épidémie est alimentée par le marketing, hein. C'est aussi une maladie du capitalisme, hein. Ça, c'est une étude qui est sortie récemment, qui a été faite au printemps dans un cadre interassociatif euh, avec les obèses, le CNAO, Foodwatch, France Asso Santé, etc., etc., qui a analysé les promotions dans les grandes surfaces, hein. Voilà, il y a une promotion sur 10 qui est faite pour des aliments sains, et donc 9 sur 10 qui sont faits pour des aliments qui ne sont pas à recommander. Il y a 6 fois plus de promotions pour des produits dont la consommation est à limiter. Et accessoirement aussi, en termes d'environnement, il y a 6 fois plus de promotions pour des protéines animales plutôt que pour des protéines végétales qui sont meilleures pour la planète et pour la santé. Diapositive suivante. Euh, Cerise sur le gâteau, on dit bien que, enfin voilà, Pascal parlait du bon vivant de 50 ans, c'est sûr, et c'est celui-là, hein, qui est menacé aujourd'hui, qu'on cherche, mais la bombe à retardement, cette fois, c'est ce qui concerne les jeunes, hein. Quand on voit l'évolution comportementale sociologique, hein, l'augmentation de la sédentarité des jeunes, alors j'ai mis juste quelques chiffres pour se les rappeler, quoi. 4 heures devant un écran quand on est enfant, 4 heures par jour, évidemment. Euh, le minimum des recommandations d'activité physique de 60 minutes est exercé par 14% des enfants. Tout ça, c'est des études très officielles, hein. Je ne vais pas aller chercher des choses inventées. Il y a aussi le point, là, on en a parlé beaucoup hier, parce que l'INSERM a beaucoup communiqué dessus, sur l'alimentation ultra transformée. Donc, on sait de plus en plus, et même s'il y a une fabrique du doute de la part de l'industrie, on sait de plus en plus combien elle est génératrice de mâche et de foie gras. Déjà, c'est 46% des calories ingérées par les enfants français, donc beaucoup plus que chez les adultes, hein, 34%. Et on peut rajouter à ça que le matraquage publicitaire, 87% des pubs télé, selon une récente enquête de l'UFC Que Choisir, montrait que à destination des enfants était pour promouvoir des aliments D ou E, au Nutri-Score D ou E. Voilà. Et donc on a aussi des cas d'obésité multipliés par 10 en 20 ans selon l'OMS. C'est pas que chez nous, c'est vraiment partout. Slide suivante. C'est juste un exemple
qui est présenté par Anthony Fardel, là, qui est donc spécialiste des aliments ultra transformés. Je trouve que c'est très intéressant parce qu'on voit bien que même en suivant les recommandations du PNNS et donc les recommandations aussi de la restauration collective, euh, ce qui n'est, parenthèse, un enfant sur 10 respecte aujourd'hui les recommandations du PNNS. Donc ça, c'est pour les 10% des meilleurs élèves, on peut très bien avoir une alimentation qui respecte les recommandations officielles, mais qui lui fasse bouffer 72% d'aliments ultra transformés, 72% de son apport énergétique total, dans une seule journée, 42 additifs, 124 ingrédients différents. Ça, c'est le lit de la mâche des années à venir et ça va exploser beaucoup plus fort que ce qui explose aujourd'hui pour les gens de 50 ans. Diapo suivante, et je repasse la parole à Pascal. Merci Thomas. Donc, on a bien entendu le pire est à venir. Et je crois que c'est ça le message des SOS Hépatite, c'est le pire est à venir et qu'est-ce que nous on fait, qu'est-ce que les actions des SOS Hépatite. Notre première action, c'est la prise de conscience et de la prévention. Donc, c'est tout ce qu'on vient de dire là, et on ne fait pas tout seul. On milite en interassociatif pour qu'il y ait une prise de conscience de ces risques-là, de ces aliments transformés et de l'impact que ça a sur les générations à venir. Ça, on le fait. On informe les gens à travers les flyers, à travers la newsletter à laquelle je vous invite à vous abonner, où on a encore fait un numéro qui est sorti hier. Euh, et ce qu'on peut dire, du coup, c'était dit hier dans la newsletter, les patients les plus graves ne peuvent pas attendre. Quand on parlait des patients de 50 ans, là, aujourd'hui, on sait pertinemment que l'épidémie, elle arrive chez les enfants. Les Américains nous ont dit, les pédiatres, les hépatos, mais on est en train de voir des enfants arriver avec des cirrhoses avant l'âge de 20 ans. Les Américains viennent d'étendre l'autorisation d'opérer, de faire des réductions d'estomac chez les enfants. On court derrière les conséquences, quoi. On n'est pas du tout dans la prévention. Nous, aujourd'hui, en France, on est encore dans les formes les plus graves qui sont dans la deuxième moitié de la vie. C'est des adultes les plus graves. Mais ces gens-là, aujourd'hui, qui ont des cirrhoses voire même des cancers, ne peuvent pas attendre. Et ce qu'on a vu la semaine dernière, et ce qu'on a rapporté dans la newsletter, c'est l'intérêt des combinaisons thérapeutiques. Et on a montré à la SLD que la solution, elle n'était pas que d'un médicament, elle est bien sûr multifactorielle. On a les analogues de la GLP-1, on a la répétition, aucune de ces deux molécules n'a son même dans la mâche en France aujourd'hui. Donc, on attend déjà de pouvoir l'utiliser pour traiter les patients. Mais là, ce qu'on vient de montrer, donc on a encore 2 métros de retard, ce qu'on vient de nous montrer à la SLD, c'est que cette combinaison des deux molécules ensemble permettait de réduire de 40% l'aggravation des formes de fibrose sévère. Ça nous permet de gagner du temps et de ne pas aller au cancer, de ne pas avoir de fibrose. Et j'ai vraiment l'impression qu'on se retrouve dans les mêmes années où on n'a que l'interféron pour gagner du temps en attendant les autres maladies, en attendant les autres médicaments, pardon. Et je crois qu'on est exactement dans cette situation-là. C'est aujourd'hui, les gens qui ont des problèmes, qu'est-ce qu'on peut faire pour gagner? Et je trouve que les métaldes, donc ces maladies qui ont un mélange d'alcool et de mâche, sont l'exemple type qui doit nous amener à réfléchir en France sur comment on peut faire. Et aujourd'hui, il ne faut plus qu'on soit dans il faut perdre du poids. Tout le monde arrive chez son médecin et voire même ne va pas chez son médecin parce qu'il va dire encore que je suis trop lourd, qu'il faut que je perde du poids. Donc je pense que la bonne question par rapport à ces patients, consommateurs, voilà, ils vont faire ce qu'ils peuvent parce que la pression sociétale est telle qu'on la connaît, ils boivent un peu d'alcool, mais c'est de les interroger en disant qu'est-ce que vous pouvez faire demain. Et je trouve que ce serait intéressant de réinterroger les addictologues qui ont des choses à dire. Peut-être que perdre du poids, se remettre à faire des efforts physiques, c'est très compliqué. Et si on commençait par réduire la consommation d'alcool? Et si on passait de 2 verres par jour ou 3 verres par jour à un seul verre par jour? Et peut-être qu'il y a des jours où on peut ne pas consommer d'alcool. Voilà. Et je pense qu'il y a un lien à faire fort entre les addictologues et les hépatologues. Et ce qui est particulièrement drôle, c'est que les addictologues et les hépatologues, ils ont travaillé ensemble liés à l'hépatite C chez les usagers de drogue. Et que là, maintenant, on leur donne un nouveau challenge. Ils continuent à bosser ensemble, mais maintenant, c'est pour la métalde. Donc, interroger les gens par où on commence, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que demain, on va commencer par perdre du poids, prendre une activité physique, réduire la consommation d'alcool? Et je pense que la question, c'est pas qu'est-ce que veut le médecin, mais qu'est-ce que le patient est capable de changer.
Voilà, je reprends le fil. Justement, donc si je rebondis sur ce que dit Pascal, pour lutter contre la mâche, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, notre objectif n'était pas de dire ce qu'il faut faire pour lutter contre la mâche, mais bien présenter les enjeux. Mais on voit bien qu'il y a plein de fils et c'est extrêmement noué, il y a plein de choses et qu'il vaut mieux vis-à-vis du patient, des patients que nous sommes, euh, peut-être tirer les fils les uns après les autres et choisir le bon fil en fonction du patient. Et c'est pas forcément celui des recommandations officielles. Et on s'en fiche. L'essentiel, c'est de commencer à alléger le fardeau d'une manière ou d'une autre. Remettez-vous cette image de l'exposome. Tout ce qu'on peut avoir autour de nous qui agresse notre foie, eh ben, on prend les éléments les uns après les autres pour les enlever. Mais là, on est vraiment dans une approche pour les gens qui sont déjà atteints, qui sont déjà touchés par le phénomène du foie gras. Ensuite, la question, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? On a besoin d'une volonté politique, on a besoin d'argent aussi, et où mettre l'argent pour faire ça? Là, j'ai rebondi parce que l'assurance maladie, je ne sais pas si vous avez vu se répandre dans les journaux en ce moment, je ne sais pas où ils ont trouvé l'argent pour faire ça, mais pour expliquer qu'ils dépensent très bien l'argent des contribuables au moment du PLFSS, là. Regardez, ils dépensent donc 400, sur 1000 euros, ils en dépensent 400 dans les frais d'hôpital et de clinique, 200 dans les frais, dans les consultations, 175 dans les médicaments et 44 dans la prévention. Hein. Je suis d'accord. On a régulièrement le débat avec Pascal, qui, comme il l'a dit tout à l'heure, dit l'urgence, c'est de trouver les gens qui ont une maladie sévère maintenant pour les prendre en soin tout de suite, en charge tout de suite, peut-être. Et ce à quoi je lui réponds toujours, oui, mais à quoi ça sert d'un point de vue comment dire, de la santé publique si on passe notre temps à courir avec les nouveaux grands malades et si en même temps on ne ferme pas le robinet. Et donc pour fermer le robinet, il y a vraiment un manque flagrant de politique, de stratégie de prévention prévention et une prévention qu'on pourrait qualifier de pré-primaire. Hein. Vous savez, la prévention pré-primaire, c'est celle qui fait qu'on fait en sorte que les événements ne se produisent même pas. C'est la prévention primaire, c'est j'arrête de fumer. Et la prévention pré-primaire, c'est je fais en sorte que les gens ne fument pas du tout. Et là, on a plein de choses à faire. Il y a plein d'initiatives de recherche, de gens qui réfléchissent. Je vous ai mis l'idée de la sécurité sociale alimentaire, mais il y a aussi des tas d'autres choses, les projets de droit à l'alimentation, la campagne actuelle de Foodwatch et de familles rurales sans produits alimentaires à prix coûtant. Enfin, il y a plein de choses qui tournent toujours autour de cette idée. Il est indispensable, bien sûr, de faire notre job qu'on a l'habitude de faire, dépister, traiter, tout ça. Mais il est aussi indispensable de fermer les robinets. Et fermer les robinets, c'est difficile parce que on s'affronte justement à ces marchands de doute que sont les industriels de l'agroalimentaire, qui, comme moi, je travaille aussi beaucoup dans la lutte contre le tabagisme, et les parallèles est flagrant, quoi. Il y a encore 5 ans, ils écrivaient, et ça ne les gênait pas d'écrire, personne n'a prouvé que les aliments ultra-transformés posaient des problèmes de santé publique. Bah oui, bah maintenant, là, Pascal l'a rappelé, la compilation sur 100 études, il y en a 92 qui concluent qu'il y a un grave problème de santé publique. Donc maintenant, on ne peut plus dire que personne ne l'a prouvé. Voilà, donc le combat, il faut vraiment qu'on le mène des deux côtés. On a l'habitude, nous, en tant qu'association de malades, dans notre logique d'aller vers et tout ça, d'être sur les premières piles là, des dépenses de l'assurance maladie. Il faut aussi, dans une logique probablement interassociative et plus sociétale, qu'on aille beaucoup plus loin dans l'autre partie, celle de la prévention, pour justement faire en sorte que cette bombe à retardement, qui sera encore plus puissante que la bombe actuelle, ne puisse nous exploser la figure. Voilà pour cette présentation. Alors, je ne sais pas si qu'est-ce que tu veux, Pascal? Tu as quelque chose à rajouter ou on dit tout de suite quelques mots sur du vin sans sucre ajouté? C'est comme tu veux. Vas-y, vas-y, vas-y. Oui, c'est très bien, on enchaîne. Bon. Bon, alors, sans transition, comme on dit à la télé. Non, vous savez que depuis 3 ans, nous menons cette opération collaborative
avec un certain nombre de patients volontaires, de patients, de non-patients justement, euh, passer un mois durant lequel, le mois de juin, durant lequel on essaye de réduire sa propre consommation de sucre ajouté, pas de sucre, hein. Donc il y a un gros débat, une difficulté pédagogique à justement faire passer cette différence entre les sucres et les sucres ajoutés. Euh, et donc, l'année dernière, c'était la troisième édition de Juin sans sucre ajouté. Avec, là, vous voyez, la nouveauté de l'année dernière, c'est qu'on était, enfin, on n'était pas tout seul l'année d'avant, mais on était encore plus nombreux. On avait vraiment des partenaires, la FEF, la NGH, ELPA, et aussi donc l'équipe de l'INSERM, Cestine, qui a bien voulu travailler avec nous, plus la boutique qui s'occupe des sondages en ligne. On avait aussi des soutiens associatifs nombreux de France Asso Santé, mais aussi d'un certain nombre d'associations. Ce qui est intéressant, moi, je trouve, y compris des associations qui ne sont pas directement impliquées dans le domaine de la nutrition. France Lyme, ben oui, mais France Lyme, ils sont fatigués. Et donc, ça les intéresse de savoir comment on peut mieux vivre. Et vous voyez, et vous avez Je ne fume plus aussi. C'est intéressant aussi dans la logique de de notre exposome. Voilà, donc slide suivante. Les résultats de Juin sans sucre ajouté 2025 vont apparaître sur vos écrans ébahis, mais non. Voilà, voilà. Donc on pourrait s'arrêter là, en fait. Et moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle parce que c'est au départ, on a fait une étude avec nos petits bras musclés et franchement très peu de moyens. Le fait que 3 années de suite, on trouve à peu près les mêmes résultats, ça prouve que c'est quand même solide. Voilà. Slide suivante, je vais décliner un petit peu plus. Cette année, on a même moins de réponses que l'année dernière parce qu'on a monté une usine à gaz un peu plus compliquée en essayant d'avoir une logique de cohorte. Alors là, ce ne sont que les premiers résultats, hein. Les résultats dits voilà, de cohorte, on les aura plus tard et c'est l'équipe de l'INSERM qui va s'en occuper. Là, je voulais juste vous présenter les premiers résultats et pour ceux qui n'avaient pas suivi les épisodes précédents, comme ça vous met un peu au parfum. Donc, on a un problème. Comme ce matin, on dépiste les femmes pour l'hépatite C alors que c'est des hommes qui sont contaminés. Là, on a 93% de femmes qui veulent bien s'intéresser à leur consommation de sucre ajouté et donc à limiter l'impact sur leur stéatose et les autres impacts physiologiques, alors que c'est les hommes qui sont plus majoritairement menacés. Mais bon, voilà. Ce que vous voyez, c'est qu'on touche un public quand même qui se renouvelle. C'est-à-dire qu'il y en a 2 sur 3 qui n'avaient jamais participé à Juin sans sucre ajouté, et puis il y en a qui restent, voilà. Sinon, on est dans la même moyenne que d'habitude, hein, des femmes d'un peu moins de 50 ans, pas, pas plus en surpoids que la moyenne, voilà, ou un tout petit peu plus, mais que si on rectifie en fonction de l'âge, elles sont peut-être légèrement un peu plus en surpoids que la moyenne, mais à peine. Slide suivante. Voilà, comme l'an dernier, il y a des gens qui ont joué le jeu plus ou moins bien. Il y avait des intégristes, il y a 1 sur 3 qui a totalement réduit sa consommation de sucre ajouté. Il y a ceux qui ont beaucoup réduit, voilà, et j'en fais partie. Puis il y a ceux qui ont un peu réduit, mais un peu réduire, c'est bien. Et puis il y a ceux qui n'ont pas vraiment, pas ou pas vraiment réduit, et ceux-là, c'est des gens qui nous mettent un peu en difficulté parce que quand on se lance le défi et qu'on n'y arrive pas, ensuite il faut arriver à accompagner ces gens-là qui ne se sentent pas en situation d'échec. Voilà. Et comme l'an dernier, comme l'année précédente, il y a un tiers qui trouve ça facile, il y a un tiers qui trouve ça pas trop difficile, il y a un tiers qui trouve ça plutôt difficile ou très difficile. Slide suivante. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas fait l'année dernière, c'est amusant. Donc là, pour comprendre ce tableau, c'est la proportion de gens qui consomment d'habitude. Donc il y a 81% des panélistes qui consommaient du chocolat avant Juin sans sucre ajouté. Et parmi ces, non, il y a plus- non, plutôt il y a 250 panélistes qui consommaient du chocolat. Et parmi ces 250, il y en a 81% qui ont trouvé difficile d'arrêter le chocolat. Vous voyez, le chocolat, il ressort tous les ans, il y a quelque chose. C'est intéressant à regarder l'alcool aussi. Il y a 59% des consommateurs réguliers d'alcool qui trouvent difficile de réduire l'alcool au moment de ce mois de juin sans sucre ajouté. Alors ensuite, il y en a qui considèrent que
L'alcool, c'est pas du sucre ajouté. On a des débats tous les ans autour de ça. Voilà. Et puis, il y a des aliments qu'il est plus facile d'arrêter. Par exemple, les desserts light, bon, après tout, ça, c'est plus facile d'arrêter. Voilà. Mais c'est intéressant de voir où est-ce que ça coince, hein. Voilà, le chocolat, les biscuits, ces petits moments de plaisir sucrés, ces moments doudous de réconfort, ils sont très difficiles à arrêter et très largement consommés. Slide suivante. Voilà, on retrouve comme les années précédentes, mais c'est pour ceux qui n'étaient pas là l'année dernière, le fait euh, il y a toujours un moment ou un autre, on ressent une sensation de manque de sucre. Il y a 45% des gens chez qui c'est pas fréquent, et puis 45% des gens chez qui c'est très fréquent. Et il y a euh, aussi vraiment des gens pour qui ressentent le besoin, à un moment ou un autre du défi, ces phénomènes de craving, etc., qui ressentent le besoin irrépressible de consommer des produits sucrés. Et ça arrive. Alors, il y a une petite minorité, hein, 7% chez qui ça arrive souvent, et il y en a voilà, une petite moitié chez qui ça arrive assez régulièrement. Slide suivante. Voilà. Comme l'an dernier, euh, un gros tiers des personnes, en un mois hein, seulement, ont perdu du poids. On a toujours un souci avec ça parce que les gens qui participent sont très motivés pour perdre du poids. Alors, nous, on leur dit, c'est pas ça l'objectif initial, surtout en un mois. On n'est pas là pour perdre du poids en un mois, mais de fait, les gens sentent que leur ligne s'affine, qu'ils rentrent mieux dans leur blue jean. Euh, Ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'il y en a 18% qui ne savent pas, donc ils n'ont pas mesuré leur poids, c'est plutôt bien. Et il y a des gens qui ont malgré tout pris du poids. Il n'y en a que 3 sur l'échantillon, mais 3, c'est 3 de trop, parce que peut-être que même on les a mis dans une difficulté, ces gens-là, donc il faut qu'on fasse attention. Un impact aussi fréquent c'est sur les fringales. Ça, on voit le fait, donc c'est confirmé et reconfirmé, c'est la troisième année qu'on le voit. euh, Assez rapidement, le fait d'arrêter de réduire ces produits sucrés réduit les fringales, tout simplement. Et vous voyez que vous avez une grosse moitié des gens qui ont moins de fringales. Slide suivante. Une question qu'on n'avait pas posée les années précédentes, qui est intéressante, c'est on se demandait euh, est-ce que ça a un impact sur votre vie sociale, le fait de participer à Jouer sans sucre ajouté? On redoutait un impact négatif, les gens qui disent tu nous emmerdes, que ça soit à la maison ou au boulot, allez, mange un bout de gâteau, reprends du gâteau, fais pas chier, quoi. Et en fait, on s'aperçoit que il n'y en a pas tant que ça. Et surtout, il y a pas mal de gens chez qui ça a un impact. Il y a aussi des gens chez qui ça a un impact positif. C'est-à-dire que c'est ma fille, oh, pourquoi tu fais ça? Oui, et puis c'est l'occasion d'en discuter. Et finalement, c'est pas si mal que ça. Donc voilà, c'est quelque chose à suivre, qu'on creusera. L'objectif, évidemment, c'est de faire en sorte que l'impact positif soit plus important et l'impact négatif plus faible. Slide suivante. Et au bout du compte, comme la dernière, comme l'année dernière, comme l'année d'avant, 90% des gens sont satisfaits, hein, plus de 9 sur 10. Il y a toujours donc des gens qui, euh, qui ont raté le coche, qui sont pas contents. Voilà. Et il y a aussi voilà, quasiment 100% des gens qui vont d'une manière ou d'une autre modifier leur consommation, euh, soit en continuant carrément, c'est-à-dire je poursuis, on est au mois de juillet mais je construis, soit des gens qui vont continuer mais de façon moins stricte, ou bien qui disent, bon non, je ne fais plus juin sans sucre ajouté, mais avec ce que j'ai appris, je vais faire plus attention à ce que je mange, voilà. Et il n'y a que 2% des gens, ce qui n'est pas énorme, qui disent non, ça suffit. Voilà, je crois que le slide suivant, qu'est-ce qu'il y a? Oui, alors, juste quelques mots sur les limites de l'initiative. Donc, le nombre de participants, et je ne parle pas seulement des participants à l'enquête, hein, le nombre de participants à Jouer sans sucre ajouté, on est toujours sur quelques milliers de personnes et quelques milliers sur quelques dizaines de millions, il y a un trou dans la raquette, hein, vraiment, il faut arriver à toucher les autres. D'autant que le profil des participants et des participantes, puisqu'il y en a 97%, 93% qui sont des femmes, c'est des gens déjà sensibilisés au sucre, hein, et donc n'a toujours pas trouvé comment aller chercher les gens qui n'ont pas de problème avec le sucre, et c'est probablement pas avec Juin sans sucre ajouté, donc il va falloir trouver d'autres choses. Juin sans sucre ajouté est un bon outil pour certaines personnes, mais pas pour la grande masse peut-être, et visiblement pas pour les hommes non plus. Ensuite, il y a une limite
dû au fait que le sucre, évidemment, bon, c'est intéressant d'entrer dans la réflexion sanitaire autour de la mâche par le sucre parce que c'est facile d'entrer là-dedans, c'est pas stigmatisant, mais il n'y a pas que le sucre dans la mâche. Je vous renvoie donc à nos réflexions sur l'exposome. Slide suivante. Donc, malgré toutes ces limites, nous, c'est pour ça qu'on veut continuer, on va continuer en 2026. euh, on voit bien que c'est une occasion d'ouvrir le débat euh, d'un point de vue sociétal globalement, bon, vis-à-vis des représentants de la presse ou des gens comme ça, mais aussi entre les gens, ce qui est assez formidable. On l'avait montré l'année dernière, on avait fait un poster, une communication, je ne sais plus trop où, mais une opération qui rassemble malades et non malades. Et ça, c'est très intéressant aussi, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une logique de mettre les gens dans des silos. Ben non, c'est bien manger, ça va pour tous. Et on voit aussi, ça, on le verra au-delà des résultats préliminaires que je viens de vous présenter, un impact qui va quand même largement au-delà de la consommation de sucre ajouté. Réduire ces sucres ajoutés, on l'a déjà vu l'année dernière, c'est réduire, c'est faire attention globalement à ce qu'on mange. C'est réduire les aliments ultra transformés dont on sait de mieux en mieux l'impact qu'ils ont sur la maladie du foie gras et la mâche. Et ça va vraiment, c'est en gros c'est une manière d'entrer dans une réflexion autour de sa santé, de son équilibre de vie, de la lutte contre la sédentarité, etc., etc. Voilà. Voilà, donc on a retrouvé un homme de 50 ans français qui a un petit peu en surpoids, mais qui fait attention à son foie. Et voilà, voilà, dernière slide, juste, on en profite. Ça, c'est la petite minute de pub. Comme disait Sarkozy, hein, si à 50 ans, tu n'as pas lu la Mâche Letter, tu as raté ta vie. Voilà, et puis il y a quand même un livre que si parmi les participants, il y en a quelques-uns qui ne l'ont pas encore lu, eh bien, je ne sais pas si on peut faire quelque chose pour eux, mais voilà des éléments qui peuvent faire avancer aussi notre travail de réflexion et de vulgarisation autour de la mâche. Merci Thomas. Il nous reste quelques minutes sur place pour les questions. Je pense il y a une corrélation entre la fibrose hépatique et la calvitie. Il faut regarder avec la perte de cheveux. Je pense qu'il se passe quelque chose. Il y a des liens à faire. Et pour aller au-delà de ce trait d'humour, je pense que le défi du c'est un truc, il faut que tout le monde s'en saisisse. Et par exemple, les hépatos peuvent aussi s'en saisir. On pourrait imaginer que certains hépatos qui veulent accompagner le patient proposent un fibroscan avant-après, par exemple, pour voir l'évolution sur le cap et voir que la quantité de graisse, la fibrose, on sait que ça prend du temps. Mais sur la quantité de graisse, si on modifie ses comportements alimentaires, on a vite un retour positif. Et on voit ce besoin de changement. Ça pourrait être quelque chose qui, du côté médical, et c'est là où on peut imaginer joindre ajouter avec des ramifications où les hépatologues, la NGH, etc., tout le monde n'est pas obligé d'investir le concept de la même façon et on a tout à fait notre place à jouer et à nos partenaires d'imaginer aussi comment rebondir. Est-ce qu'il y a des questions dans les gens qui sont avec nous cet après-midi? Je regarde s'il y a des questions sur. Non, il n'y en a pas sur le chat. Moi, j'avais une question Alors, je pour vois toi. pardon, il y a une question sur le Dry January. Alors, ils font un questionnaire récurrent sur, à ma connaissance, pas d'études scientifiques telles que celles qu'on a lancées là avec l'équipe de l'INSERM, mais ils sont capables, et alors eux, sur un échantillon beaucoup plus important, de démontrer ils communiquent beaucoup là-dessus, de démontrer les bienfaits de l'arrêt de l'alcool, de l'abstinence pendant un mois, et sur des éléments que nous on cherche aussi, hein, le bien-être, le sommeil, l'humeur, les choses comme ça. Et c'est assez intéressant. Et c'est la même, on s'est inspiré d'eux, hein, de toute manière. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que ça perdure au-delà du mois. Hein. C'est pas un mois, un coup d'épée dans l'eau. Et ça, il le montre assez bien, le Dry January. C'est un mois qui a des conséquences toute l'année. Et c'est ça qui est intéressant. Je rappelle juste, la question n'est pas venue, mais
c'est une action, le mois juin sans sucre ajouté a été lancé sans aucun financement. Depuis 3 ans, on a commencé à avoir des levées de financement cette année seulement, mais c'est une dynamique qui est vraiment basée de façon collective et sans aucun support au départ. C'est pas on répond pas à une commande, c'est vraiment une envie de patient. Alors moi j'ai une question Thomas, est-ce que enfin c'est pas une question piège, hein, euh, la- 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 l'alimentation ultra transformée a une place de plus en plus importante dans les structures hospitalières ou sociales. Et je me dis que dans les CHRS, sous couvert de dire on nourrit tout le monde, est-ce qu'on ne s'autorise pas à utiliser des aliments ultra transformés en trop grande quantité? Est-ce que tu crois que c'est quelque chose sur lequel on doit montrer, mettre le doigt et on voit bien que sous couvert de laisser les gens en bonne santé, on ne va pas les laisser mourir de faim, quoi. Et je trouve qu'on a dans les CHRS, on a aussi cette difficulté-là, mais que j'entends aussi quand j'ai porté le même débat avec les gens des Restos du Cœur qui me disent, vous êtes gonflés quand même, le, manger, enfin, la priorité c'est d'accéder à la nourriture et le bien manger, ben, on fait ce qu'on peut au Resto du Cœur. Comment on peut réussir Oui, mais la boîte de conserve ou le surgelé, c'est pas forcément ultra transformé, c'est peut-être juste transformé. Et, euh, et donc, je pense qu'il faut vraiment aller là-dedans. Et tout à l'heure, je parlais de la fabrique du doute, hein, de l'industrie. Et malheureusement, c'est pas très documenté sur la MASH, c'est beaucoup plus documenté sur les autres pathologies cardiovasculaires notamment. Il faudrait, qu'on démontre plus clairement l'impact de l'alimentation ultra transformée sur la mâche, sur le foie. Ça serait une bonne chose parce que je trouve que ça manque. Et, euh, et ensuite, oui, ben, il faut aller là-dessus en expliquant qu'il y a d'autres manières de manger, de faire simple, rapide, pas compliqué, qu'on garde dans le fond de placard. Typiquement la conserve. La conserve n'est pas un aliment ultra transformé, elle ne dénature pas les aliments et elle coûte pas cher, c'est pas forcément toujours très bon, mais en tout cas, c'est beaucoup plus sain et il n'y aura pas ce problème. Et ensuite, c'est toujours pareil. Voilà, la recommandation, c'est 15% d'aliments ultra transformés dans son alimentation globalement. Et ben, si dans un séjour à un XY à l'hôpital ou ailleurs, on dépasse ce quota, c'est pas grave. Mais oui, je pense qu'il y a un vrai travail à faire pour expliquer qu'on peut faire du transformé, simple, facile, qui ne soit pas ultra transformé. Et je vois qu'on nous dit qu'on a dépassé le temps, mais Pascal, Fred, tu voulais dire, intervenir, non? Et puis Je ensuite, on voulais juste va. savoir comment effectivement on pouvait s'approprier tout ça en région, comment il pouvait y avoir des expériences au-delà de joints sans sucre ajoutés. Et effectivement, nous, on a réussi à mener une conférence dans le Grand Est sur le sucre pour interpeller par la conférence régionale de santé et de l'autonomie. On a eu beaucoup de demandes, vraiment beaucoup de demandes. La salle était pleine et c'était très bien. Donc, ça aussi génère des envies par rapport à ça dans les régions. Mais la question, c'est toujours, mais comment on peut faire pour agir? Quelles sont les problématiques. On a pu parler, nous, du sucre à l'école, du sucre dans le sport, du sucre dans les établissements de soins ou médico-sociaux. Et vraiment, il y avait beaucoup d'échanges, beaucoup d'interpellations de beaucoup de monde. C'était très proactif en termes d'idées et de volonté de travailler là-dessus. Donc, comment finalement, donc on a pu expérimenter qu'en région aussi, c'était possible avec des acteurs, à tous les acteurs concernés, de pouvoir faire ça. Comment de ça, de choix sans sucre, de tout ça, on peut arriver à en faire quelque chose de national, mais aussi que ça retombe dans les régions. Mathilde pourrait te parler de ces goûters sans sucre ajouté qu'elle organise chez elle, par exemple. Moi, je pense qu'il faut qu'on s'accroche à tous les wagons. C'est-à-dire que, je suis très engagé dans l'interassociatif et il y a énormément d'initiatives associatives locales parce que c'est un excellent. L'alimentation, la bonne alimentation, c'est une bonne manière d'entrer en contact avec les gens. Et donc, il faut qu'on se raccroche à ces initiatives au gré de ce qui se passe chez nous, ici ou là. Là, on est en train de travailler avec France Assos Santé sur
euh, sur un certain nombre de projets justement de droit à l'alimentation, de choses comme ça. Et il y a, chaque fois qu'il se passe quelque chose, si on peut pointer le bout de notre nez, il y a des CTPS qui font des choses, tu vois, qui organisent des petits moments de sensibilisation ici ou là, il y a des caisses d'assurance maladie. Et il faudrait arriver, un petit peu la stratégie du colibri, là, d'apporter nos petits trucs ici ou là, parce que c'est pas parce qu'on n'est pas nombreux et qu'on ne peut pas tout faire que ce qu'on fait n'est pas bien. Parce que toucher, dans Joint sans sucre ajouté, on a ces gens qui sont des ambassadeurs. Et quand tu fais, Mathilde le dirait beaucoup mieux que moi, mais quand tu fais un goûter sans sucre ajouté, bon, tu auras peut-être deux ou trois qui disent, c'est pas terrible ton truc, je préfère quand il y a beaucoup de sucre. Mais tu peux générer aussi fabriquer des ambassadeurs de cette démarche alimentaire globale. Ouais. Mais après, ça manque un peu d'investissement politique finalement de temps, parce qu'on a des ambassadeurs finalement des patients, mais on a besoin, quand on passe de ça à plus haut, il Et, faut à un moment donné, je pense, avoir du lien Eh politique. bien, alors, Parce que- France Asso Santé vient de publier une enquête CSA. Qu'est-ce que vous attendez de votre prochain maire? Et 70% des Français attendent de son prochain maire qu'il s'occupe de sa santé. ben voilà. C'est la plus grosse demande. C'est-à-dire qu'on nous parle toujours, on dit c'est la sécurité, machin. Non, la première demande des gens vis-à-vis de leur mère, c'est la santé. Voilà, typiquement, et l'alimentation et la santé. Le maire, il agit sur les cantines des écoles, il agit sur un certain nombre de choses, sur des manifestations locales. Le temps des élections municipales est un temps pour aller sensibiliser les politiques, par exemple. Ok, super. Maires et municipalités qui sont responsables de l'alimentation dans les écoles, chez les primaires, hein. Merci pour ces échanges. On se fait une pause de 15 minutes. Si vous avez des questions auxquelles vous pensez, vous n'hésitez pas à les mettre sur le chat. On y répondra à la fin de notre prochaine intervention et on reprend à 15 heures pour parler NASH, autres maladies du foie et cancer avec les actualités pour 2030 parce qu'on voit bien aussi qu'il faut projeter cette épidémie et donc on aura toute l'équipe de Dijon qui sera, avec nous pour répondre aux questions et vous exposer cette prise en charge. À tout à l'heure, merci beaucoup.